Voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. Donc, nous allons aborder maintenant notre dernière table ronde de la matinée, donc, qui sera consacrée à l'éthique dans l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, c'est un sujet qui occupe beaucoup, qui envahit nos débats depuis plusieurs mois maintenant, avant de peut-être un jour d'envahir nos vies quotidiennes. Et j'utilise à dessein ce mot d'envahir parce qu'il ne vous a pas échappé que cette formidable révolution industrielle est devenue une source d'angoisse dans nos sociétés. Alors ces angoisses sont-elles justifiées? Nous le verrons sans doute en discutant tous ensemble. En tout cas, elles ne sont pas le fait simplement d'une opinion publique mal informée ou sujette au complotisme. Elle est aussi partagée par certains scientifiques, et notamment, je cite Stephen Hawking, l'astrophysicien récemment disparu, qui estimait, lui, que l'avènement de l'intelligence artificielle signait la fin de l'humanité. On sentait aussi ce matin, dans les interventions d'Edgar Morin, la même inquiétude. Alors, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle fait peur? Est-ce qu'il faut s'en prémunir ou l'accompagner? Faut-il mettre des garde-fous? Si oui, lesquels? Quel type de régulation, de réglementation doit-on mettre en place pour éviter finalement cette peur un peu fantasmée, peut-être que la machine prenne un jour le contrôle de l'homme? Voilà ce que nous allons aborder maintenant avec notre table ronde, avec nos invités que je vous présente. Marie-Paule Cagny, qui est chercheuse, professeure à Polytechnique, qui va nous apporter la caution scientifique à ce débat éthique sur l'intelligence artificielle. Paul Hermelin, vous êtes président de Capgemini, un groupe qui travaille beaucoup dans l'intelligence artificielle. Cédric Villani, vous êtes député LREM de Paris, mathématicien, et vous avez remis en mars dernier, je crois, un rapport remarqué au gouvernement sur l'intelligence artificielle. Enfin, Maurice Lévy, président de Publicis, vous investissez à titre personnel depuis un peu plus d'un an dans des jeunes pousses de l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet que vous connaissez parfaitement. Paul Hermelin, je vais peut-être commencer par vous. On ne va pas peut-être vous demander de décrire ce que vous faites exactement dans l'intelligence artificielle, ou peut-être en deux mots, mais surtout ce que nous avons besoin de savoir, c'est quelles sont aujourd'hui, en matière d'éthique, les demandes, les inquiétudes de vos clients s'agissant de l'intelligence artificielle. Merci. Quand j'ai répondu positivement à l'invitation de Bernard Cazeneuve, la question était d'autant plus présente que j'avais sur le métier la rédaction d'une charte éthique pour Capgemini sur l'intelligence artificielle. Et pour tout vous dire, elle est toujours sur le métier parce qu'à chaque itération, on l'enrichit. Et je ne voudrais pas qu'on arrive avec un document trop compliqué. Et ça va nous amener probablement à débattre de la possibilité et du réalisme de l'écriture d'une charte éthique de l'intelligence artificielle. Alors je vais préciser un petit peu. Donc, Capgemini, c'est un groupe de un peu plus de 120 000 personnes. Sur les 5 continents. Sur la data, nous avons un peu moins de 20 000 personnes, dont un quart est à temps complet sur l'intelligence artificielle. Donc environ 5 000 personnes qui travaillent pour des clients sur des sujets, donc tous les jours pour des clients. Et cette activité est en croissance de 60% par an. Donc c'est quelque chose qui existe, qui se développe. Et un petit cocorico pour la France. La responsable mondiale de l'IA est une Française. Donc c'est sympathique, c'est bien. Et quand nous faisons des études qui montrent la pertinence du sujet éthique, je vous donne 2 chiffres qui sont spectaculaires. Nous avons interrogé 1600 cadres dirigeants d'entreprises dans 800 entreprises et 77% ont des doutes sur le caractère éthique de l'usage de l'IA dans leur propre entreprise. Ce qui est un chiffre assez terrifiant. 77% des dirigeants d'entreprise ne sont pas sûrs que leur propre entreprise utilise des algorithmes et de l'IA dans des conditions totalement éthiques. Et pour envoyer cette fois-ci au champ peut-être des consommateurs, plus proches de Maurice Lévy, 62% des consommateurs sur un panel de 4500, sont des études faites par Capgemini, nous disent qu'ils discrimineraient favorablement d'acheter des produits d'une entreprise qui aurait une réputation éthique dans le domaine de l'IA. Donc il y a une envie d'éthique chez les consommateurs et il y a un doute éthique dans nos entreprises. Donc la question est vraiment présente. Alors, là-dessus, évidemment, on fait peur à tout le monde.
sur l'IA générale, mais là je laisserai la parole à Madame le professeur ou à Cédric Villani, où on a très peur de la reconnaissance faciale et du crédit, et de la gestion politique d'un crédit social des individus. En tout cas, nous, on travaille sur des sujets plus simples. Je souris en disant que nous avons un travail sur la reconnaissance faciale sur les passagers d'une compagnie de croisière pour mesurer la satisfaction des clients et pour ajuster en conséquence le programme des loisirs. Donc, ça se fait en reconnaissance faciale. Donc, on est sur une IA invasive. Quand ils sourient, c'est bon, quoi. On regarde sur leur visage s'ils sont contents de ce qui se passe et le client ajuste en conséquence son programme de loisirs. Bon, c'est une IA invasive, mais probablement pas particulièrement dangereuse. Donc on est sur des sujets très variés. En tout cas, nous avons travaillé sur les sujets et je dirais que le choix de l'éthique n'est pas entre l'IA et l'isolement. Est-ce que c'est la capacité de s'isoler qui est la garantie, la sécurité qu'on veut face au mythe ou à la menace, je ne sais pas s'il faut parler de George Orwell ou d'Aldous Huxley. On est tous marqués par le meilleur des mondes. Mais en tout cas, nous avons essayé de travailler sur une charte éthique. On a lu les documents comparables émis par Google, par Microsoft. On a prêté attention au travail de l'OCDE qui a sorti le 22 mai dernier des principes sur l'intelligence artificielle. On est en contact avec l'Union européenne. Ma conviction, c'est que les 3 domaines centraux sur lesquels on doit construire, c'est la question de, encore une fois, l'usage des données, parce que le RGPD ne répond pas à la question des données dans l'utilisation des algorithmes. C'est un autre modèle de traitement des données, et le RGPD, encore une fois, ne répondra pas à la question d'usage des données dans l'intelligence artificielle et les systèmes de machine learning. C'est les questions de transparence. Une remarque que je fais souvent, c'est historiquement, vous alliez voir un banquier, il vous refusait un prêt, vous lui demandiez quelle garantie complémentaire dois-je demander, dois-je vous fournir pour avoir le prêt. Si une IA vous refuse, comment pouvez-vous avoir une quelconque intelligibilité des critères qu'elle a utilisés et un critère de responsabilité? C'est autour de ce triangle qui est le triangle de la confiance. C'est l'usage des données, la responsabilité et la transparence. Et je finirai, avant de laisser la parole à mes contradicteurs, aux collègues ou amis, c'est que je ne crois pas qu'on soit capable de rédiger aujourd'hui une législation ou même un règlement. L'IA est en telle évolution qu'on est encore dans le domaine des chartes, de la soft law, du droit souple, comme l'a énoncé le Conseil d'État, avec, à mon avis, du comply or explain. Et donc, on devrait éditer des principes, voir comment on les fait évaluer, rendre les choses très publiques. Je pense que c'est possible, un petit peu comme il y a des codes d'éthique d'entreprise, le code AFEP-MEDEF. Je pense qu'on aurait besoin de ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui est souple, qui peut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, se revoir régulièrement. Je pense qu'un débat au Parlement qui déboucherait sur une loi sur l'éthique et l'IA nous ferait perdre du temps et nous isolerait. Je ne le recommande pas. En tout cas, il y a un besoin que j'ai voulu signaler avec les 2 sondages, tant sur les consommateurs que sur nos propres collaborateurs. Il y a un besoin d'articuler plus clairement ce que c'est que l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sondage spectaculaire. D'ailleurs, je précise juste au passage l'un des termes que vous avez employé, le machine learning. Je ne sais pas si tous les gens présents ici sont familiers de l'intelligence artificielle. Le machine learning, c'est la faculté pour les machines d'apprendre par elles-mêmes, donc de progresser. Et c'est bien ce qui alimente le fantasme d'un jour, y voir dépasser l'homme. Enfin, je me permets de donner une explication scientifique. Je suis un peu timide à côté de Marie-Paul Cany, mais enfin, vous ne me démentirez pas, c'est à peu près ça, le machine learning. Bon, nous en reparlerons. Donc. Maurice Lévy, sauvez-moi, s'il vous plaît. Avez-vous le même genre de préoccupation donc que celle qu'évoque Paul Hermelin comme patron de Publicis? Vous avez beaucoup de clients, l'intelligence artificielle est devenue leur quotidien. Qu'expriment-ils comme inquiétude? Quels besoins ont-ils dans le domaine de l'éthique proprement dite? On a des clients qui sont en commun et on a certainement le même type de problème. Il y a beaucoup de nos clients qui s'interrogent non seulement sur l'éthique, mais déjà sur l'IA. Et énormément de nos clients sont, pour l'instant, non seulement démunis quand il s'agit de prendre des décisions,
en dehors de quelques secteurs qui sont assez clairs et sur lesquels ils peuvent agir ou utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit l'utilisation des données, la data, qui nécessite effectivement des algorithmes assez puissants et des ordinateurs extrêmement puissants pour pouvoir extraire toutes les données à une vitesse grand V. Il y a aussi un certain nombre d'autres domaines comme dans l'automobile, les voitures assistées, conduite assistée ou driverless, c'est-à-dire sans conducteur. Mais il y a des pans, ou la robotique, il y a des pans entiers de l'entreprise sur lesquels les chefs d'entreprise se disent mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire dans mon entreprise? Alors qu'ils sont d'ores et déjà confrontés à d'autres problèmes, et en particulier celui de la transformation. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini la révolution de la transformation des entreprises face à la numérisation, qui sont déjà en train d'aborder d'autres sujets, ce qui rend l'arbre de décision d'un chef d'entreprise extrêmement complexe à gérer. Ça, c'est un premier point. En ce qui concerne le point qui a été évoqué par Paul et sur lequel j'adhère complètement, qui est le RGPD, eh bien, il faut bien dire que malheureusement, cette réglementation est très insuffisante puisqu'elle est très largement non respectée. Mais quand je dis très largement, c'est à l'échelle de peut-être 80%. C'est-à-dire qu'on a rarement vu un cynisme dans l'application d'une directive aussi grand que lorsqu'il s'agit de la gestion des données. Et pourtant, les scandales qui ont émaillé l'actualité de ces 2 dernières années sont tels que, théoriquement, on devrait avoir une rigueur et une éthique absolue dans la gestion des données personnelles. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est l'éthique elle-même et la nécessité de se doter ou pas d'un arsenal juridique. Alors, l'éthique est légèrement différente à mes yeux de la compliance et de la réglementation, puisque ça devrait aller théoriquement au-delà de ce que la loi édicte, et ça devrait correspondre à des comportements exemplaires à tout point de vue. Le respect de la personne, bien sûr, le respect de la vie privée, la transparence. Or, s'il y a un domaine dans lequel la transparence est quasi impossible, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Qui diable comprend un algorithme, à l'exception dans cette salle, peut-être de Cédric et de Marie-Paul Cani, qui est toujours dans le coup. Hein. Mais la transparence de l'algorithme, on peut dicter un certain nombre de règles sur ce que l'algorithme fait, mais comment se garantir que l'algorithme est juste et que l'algorithme dit bien et fait bien ce qu'il est prévu de dire et de faire. Et alors il y a par exemple une chose récente qui est un comportement de Amazon où ils ont décidé, chaque fois qu'ils changeaient leur algorithme, de donner des indications sur ce que l'algorithme allait faire. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines de cela, ils ont annoncé que l'algorithme allait proposer, en substitution de la demande du consommateur, une offre qui allait venir directement des marques privées de Amazon. Mais lorsqu'il s'agit de choses encore plus sophistiquées, notamment quand il s'agit de prédictabilité et de prévision du comportement, comment s'assurer que l'algorithme est transparent, d'autant plus qu'il s'agit d'un outil de concurrence et de compétitivité. Donc il y a des zones sur lesquelles il sera extrêmement difficile d'être complètement transparent. En revanche, édicter des règles de bonne gouvernance et de bon comportement, cela me paraît non seulement une nécessité absolue,
mais un élément indispensable, et qui doit se substituer à la loi dans un premier temps, dans la mesure où on est dans un terrain mouvant et qu'on est loin d'avoir aujourd'hui les éléments qui permettent de définir le territoire de manière suffisamment claire et de savoir exactement sur quoi la loi doit s'appliquer. Il s'agit, une fois de plus, comme toujours, d'abord et avant tout, d'un comportement. On ne fera jamais de règles éthiques, on n'appliquera jamais de règles éthiques à des gens qui sont foncièrement malhonnêtes. Et on sait aujourd'hui que s'il y a un domaine qui est relativement facile et sur lequel il est relativement facile de s'enrichir, c'est bien la cybercriminalité, où avec un peu de talent, les gens réussissent à faire énormément de détournements, uniquement dans le secteur qui est le mien, celui de la publicité. Il y a, alors on ne connaît pas le chiffre exact, mais la fraude publicitaire représente au bas mot 5 milliards et au maximum 50 milliards de dollars par an. Et ceci en transportant tout simplement ces serveurs qui sont la plupart du temps dans le cloud, de l'Ukraine à la Russie, de la Russie aux Virgin Islands, des Virgin Islands aux autres îles caribéennes, etc. Donc on voit bien que les règles sont non seulement indispensables, mais quelqu'un qui est malhonnête, malheureusement, s'en fichera. Pardon d'être aussi clair. Cédric Villani, vous entendez, donc vous avez remis ce rapport dont je parlais, dont l'objet était de trouver des solutions pour mettre la France à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Vous vouliez aussi, dans ce rapport, vous l'aviez dit, donner un sens à l'intelligence artificielle, à ce qu'elle doit être dans nos sociétés. Et vous êtes aujourd'hui législateur. Vous entendez le discours des entreprises ici qui disent « Attention, pas de réglementation trop contraignante, la matière est mouvante ». Est-ce que vous partagez cette idée ou est-ce que vous considérez au contraire qu'il faut mieux encadrer l'intelligence artificielle? À la fois, on a besoin d'encadrement, on a besoin de développement. On est sur deux pieds. Avant de répondre, je vais faire quelques commentaires sur ce que vous disiez. Et tout d'abord, sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qui est la version en bon français du machine learning, et bien insister sur, premièrement, il n'y a pas de bonne définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est n'importe quelle solution algorithmique, un tant soit peu sophistiquée, qui effectue ce qu'on aurait cru naïvement être du ressort de l'intelligence humaine. C'est une définition subjective et qui évolue avec le temps. Ce que nous appelons intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on appellera intelligence artificielle demain. Et par exemple, la traduction automatique maintenant est tellement ancrée dans les mœurs qu'on a peine à voir qu'il s'agit là d'un exemple très clair d'intelligence artificielle. Il y a une phrase d'un célèbre théoricien de l'intelligence artificielle qui disait « Dès que ça se met à marcher, on cesse d'appeler ça intelligence artificielle ». C'était un peu provocateur, mais cette idée que l'IA est toujours dans l'expérimentation, le développement à la frontière. La France se porte très bien en intelligence artificielle, du moins dans la partie recherche, dans la partie développement, avec des chercheurs très réputés, aussi bien dans le milieu universitaire que dans le milieu d'entreprise. Et d'ailleurs, une fuite des uns vers les autres, en tout cas du milieu universitaire vers le milieu de l'entreprise, au niveau de la recherche, qui est l'une des principales inquiétudes que nous devons avoir pour le bon équilibre des choses, en particulier fuite vers les entreprises, industries étrangères. C'est bien d'aller à l'étranger si ça va dans les deux sens. Et ça fait partie des questions, comment la France va se positionner, arriver à faire valoir ses atouts sans rester au second plan économique dans l'affaire. Et puis, troisième chose à clarifier, qu'est-ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle? Tout. Ça peut s'appliquer dans n'importe quel champ. Dans le rapport, j'avais évoqué 4 champs d'action prioritaires dans lesquels la puissance publique devait favoriser le développement de l'IA. Il s'agissait de la santé, la défense, la mobilité et l'environnement.
La finance n'y était pas parce qu'on avait en tête que c'est un domaine qui réussirait très bien tout seul, sans aide de l'État, à mettre en avant les solutions d'IA qui serviraient ses besoins. De tous ceux que j'ai évoqués, l'environnement est celui dans lequel le développement a été le moins fort, et pourtant celui dans lequel c'est le plus important sans doute. Alors ça fait quoi de l'IA en environnement? Ça peut faire un peu tout. C'est un logiciel qui vous aide à voir, à partir d'un cadastre, quels sont les meilleurs endroits pour implanter des panneaux solaires. Ou un logiciel fourni à un agriculteur qui lui permet de détecter automatiquement, par analyse d'une photo, une maladie qui touche ses cultures, ou qui va aider à trouver quel est le bon moment pour faire la moisson. Ou, ça se développe en ce moment, un objet connecté sur le bétail qui indique quand un animal est en situation de souffrance. Ou ça peut être un logiciel qui aide à optimiser la consommation d'énergie. Tout ce que vous voulez, dès que ça se met en recette, en algorithme, il y a une façon de développer de l'IA derrière. Et maintenant, pour aller encore plus dans le débat, il faut bien analyser, il y a deux grandes façons de faire de l'IA. Une façon dans laquelle on définit des règles, et en fonction de ces règles, l'algorithme dit, voilà, par exemple une maladie, il y a tel et tel symptôme, alors c'est telle maladie. Et une autre, qui est celle qui s'est imposée maintenant, qui est définie à partir d'exemples, qui ne dit pas, voilà les symptômes qui définissent la maladie, mais voilà des photos, des images médicales de 500 malades de telle maladie et de 500 personnes saines, et on apprend comme ça, par accoutumation, par l'exemple, par accoutumance, qu'est-ce qui est malade ou pas malade. Et c'est cette deuxième méthode qu'on appelle souvent l'apprentissage automatique, qui, elle, alimente des peurs et des fantasmes, parce qu'on ne sait pas à la fin quels sont les critères, ni s'il y en a. C'est uniquement par des exemples analysés que l'algorithme se fait son idée et détermine est-ce qu'il faut pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, pendant longtemps, les exemples d'éthique en intelligence artificielle se concentraient sur la première question, celle des règles. Et c'était le problème maintenant éculé du trolley problem, quand on l'a appelé. Vous avez une voiture qui, pour éviter un obstacle, est obligée d'aller d'un côté ou de l'autre, tuant une personne ou 3 personnes. Il y a 36 versions de ce problème. Qu'est-ce que la voiture doit choisir? Avec quelles règles? Et ce problème, il n'est pas si intéressant que ça du point de vue de l'IA, parce qu'il se contente de retraduire sous forme automatique un problème qui existait déjà dans le monde des humains. La première version de ce problème, c'était en matière de gouvernance. Vous avez le choix. La toute première version disait en gros, vous êtes gouverneur de qui sait quel pays, à qui sait quelle époque. Il y a un grand soulèvement qui se fait dans la ville. Vous avez le choix entre tuer un innocent pour calmer la colère de la foule ou attendre que l'émeute fasse des centaines de victimes. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est un dilemme moral humain. Et cette version du trolley problème, elle recadre sur la machine, à partir des règles, notre problème humain. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le développement de l'apprentissage automatique, il y a plein de nouveaux problèmes éthiques qui se posent, qui sont liés à, d'une part, la fiabilité de ces algorithmes qui apprennent automatiquement, sans qu'on sache selon quelles règles, qui peuvent aussi reproduire des biais des humains. On sait que les humains ont des biais, parfois c'est des biais sexistes, parfois c'est des biais racistes, parfois c'est des biais comme ceci ou comme cela. Si on utilise une banque de modèles et d'exemples inspirés de l'histoire humaine pour apprendre à la machine automatiquement ce qu'elle va faire, elle va aussi avoir les mêmes comportements. Par exemple, discrimination qui avantage les hommes au profit des femmes, et tout ça s'est répété. Un exemple très célèbre qui a été dénoncé par une association en 2016 aux États-Unis, c'était un logiciel utilisé dans le système pénitentiaire américain pour évaluer les conditions de est-ce qu'on laisse en liberté conditionnelle des détenus ou pas, et qui regardait est-ce qu'en fonction de son dossier, il a plus de chances de récidive ou pas. Et ça a été prouvé que le logiciel avait un biais raciste qui donnait 2 fois plus de chances de prédire la récidive à quelqu'un de couleur noire qu'à quelqu'un de couleur blanche. Ici, j'utilise les mots un peu crus, mais c'est comme ça que ça a été, que c'était exactement que le débat a été posé. Donc des biais qui étaient dans le système sans qu'un programmeur ait eu l'intention de les y mettre, mais qui sont retrouvés, et comme le logiciel n'était pas audité au départ, le biais était là. Ça se retrouve dans les logiciels d'attribution de prêts, d'attribution de logement, ou ce que vous voulez. Et on peut faire le débat après. Est-ce qu'on laisse le choix aux humains? Est-ce qu'on cède des outils sans les comprendre, sachant que la justice humaine, comme on disait, est elle aussi pleine de biais? Il y a des études qui vous montrent que la sévérité du jugement peut dépendre de l'heure à laquelle le verdict est rendu, de l'heure du repas, de qui sait quoi. Et c'est normal, les humains sont faillibles et dépendants de leur biologie. Le logiciel peut aider, mais jusqu'à quel point?
Là, on a toutes sortes de nouveaux problèmes éthiques qui viennent de la technique d'apprentissage et pas des règles. D'autres exemples viennent de la façon dont l'humain s'approprie la technologie et les biais qui peuvent se produire. Exemple très commenté par Cathy O'Neill dans son célèbre ouvrage sur les armes de destruction massive automatique, algorithmique, la police prédictive. Logiciel qui va aider la police en disant voilà l'endroit où les crimes ont le plus de chances de se produire et on va aller là préférentiellement pour les prévenir. Sauf qu'il y a un biais tout de suite qui se fait avec l'usage humain. Vous allez quelque part dans un quartier un peu précaire avec en voulant découvrir un comportement dangereux, vous allez le trouver certainement. Vous allez oublier les comportements plus dangereux, plus cachés qui se trouvent dans d'autres quartiers. Vous allez peut-être aggraver le sentiment d'injustice par rapport aux populations. Bref, la façon dont l'algorithmique s'impose à l'humain est importante. Autre exemple, la publicité. Quelle est la marge entre publicité efficace et manipulation? Ça dépend de combien vous êtes, à quel point vous êtes ciblé. Ça dépend de l'habileté des données auxquelles le publiciste peut avoir affaire. On sait qu'à une époque, les publicités étaient très efficaces pour repérer, par exemple, en fonction des sites visités, vous êtes une femme enceinte, on va vous envoyer la publicité pour femme enceinte. Puis en rétropédalage, on va camoufler le fait qu'on a détecté que vous êtes une femme enceinte en le mettant au milieu d'autres publicités qui n'ont pas de rapport, et ainsi de suite. Bref, question de manipulation et de la façon dont l'efficacité s'impose à l'humain. Et puis, dernier sur lequel on va insister, les questions de transfert d'informations. Si votre algorithme arrive à détecter des choses nouvelles qu'aucun humain ne peut trouver parce que ce n'est pas des règles, par exemple, vous avez chance de développer telle ou telle maladie, et on le voit simplement par analogie avec tel génome, est-ce qu'on a le droit de vous le dire? Je me souviens d'un spécialiste d'IA et de santé qui disait le problème le plus grave qui peut se poser avec l'IA et la santé demain, c'est qu'on donne des nouvelles peurs aux humains en leur disant vous allez avoir tant de chances de développer telle ou telle maladie et que finalement ça va peser sur vous et vous inquiéter sur votre avenir. Que faire pour assurer plus d'éthique et être sûr que l'IA contribue à ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire nous aider à aller dans le sens du bien et pas nous priver de certaines parties de notre libre arbitre, apporter des informations qu'elles n'auraient pas dû. Premièrement, réaffirmer le principe de responsabilité humaine partout où il doit être. Le système judiciaire, c'est un humain qui juge des humains qui jugent un humain, peut-être en cédant tous les outils possibles, mais à la fin, la responsabilité est à l'humain. Le système médical, c'est un humain qui soigne des humains, en cédant tous les outils qu'il veut, mais à la fin, il y a un arbitrage humain. Et au niveau du droit, bien réaffirmer cette responsabilité. Mettre en place un comité d'éthique, c'était la recommandation majeure dans mon rapport, c'était une recommandation aussi du rapport sur l'IA britannique. Mettre en place à un moment une politique d'auditabilité des algorithmes, pas dans le sens où on décortique l'algorithme et on voit ce qu'il fait. Personne ne peut le faire, et ça dépend des exemples auxquels l'algorithme a été soumis. Mais dans le sens de vérifier la qualité du processus, le sérieux, autant que possible, le fait qu'il n'y ait pas de biais dans les bases de données, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, les garde-fous sur les données, règlement général de protection des données sur lequel Maurice avait parfaitement raison d'insister, et la façon dont il doit être mis en application. Attention, le discours sur l'éthique en IA s'est infléchi quand on l'entend des associations expertes en éthique et IA depuis 1 ou 2 ans, pas davantage, pour dire très important de bien cadrer le débat sur l'IA avec des règles, mais attention, si on passe trop de temps à mettre des garde-fous et des règles, on oublie l'objectif numéro 1 qui est de développer les outils. Et dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, c'est ce qui est en train de se passer ici et là. La CNIL a bien compris qu'elle avait un devoir d'efficacité en même temps que de contrôle. De façon générale, le législateur peut être trop enclin à vouloir empiler les garde-fous là où il a besoin de laisser de la souplesse au système et à encourager le développement. Les réglementations, les garde-fous, c'est le filet de sécurité. Quand vous êtes acrobate, le filet de sécurité, c'est ce qui vous permet de vous lancer. Nous reviendrons sur cet aspect de la réglementation, obstacle éventuel à l'innovation. Mais je voudrais passer la parole à Marie-Paule Cagny. Quand nous nous sommes parlé du sujet l'autre jour au téléphone, je vous sentais un peu agacé par ces fantasmes qu'on véhicule maintenant depuis quelques mois sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur voilà, ces peurs que nous avons dans nos sociétés vis-à-vis de ces outils que décrit très bien Cédric Villani. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce débat sur l'éthique et l'intelligence artificielle ?
Merci de m'avoir invité en tout cas. Effectivement, j'ai été un petit peu agacée, et y compris par le livret, je ne sais pas si vous l'avez lu, de présentation de cette table ronde dans le livret de programme de la conférence, où une phrase dit « Les biais qui guident la machine conduisent très souvent à des choix iniques et immoraux. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la recherche en intelligence artificielle ?» Voilà. Donc, je voudrais, pour pouvoir répondre un petit peu à ces propos, d'abord expliquer un petit peu plus ce que moi je comprends de l'intelligence artificielle. Bien sûr, comme Cédric, je ne sais pas tout. Et puis, en deuxième moitié de présentation, j'aimerais vous dire un peu ce que moi je préconiserais pour la recherche et pour la régulation. Donc tout d'abord, l'intelligence artificielle, donc comme l'a dit Cédric, ça recouvre tout ce qui peut modéliser l'intelligence humaine, et on l'utilise déjà entièrement dans notre vie de tous les jours. Donc que ce soit si vous donnez à votre téléphone portable une commande vocale, par exemple, vous utilisez à l'étranger un système de traduction. Vous passez à l'aéroport et on vous fait entrer dans le système Paraf pour passer plus vite le contrôle de police. Donc là, c'est une entreprise française qui s'appelle IDEMIA, qui est leader mondial en reconnaissance de visage et qui va vérifier que votre visage est bien celui qui est sur votre passeport. Et s'il y a le moindre doute, vous serez dans ce cas-là orienté vers des agents de contrôle de frontières. Voilà. Donc d'autres exemples, je ne sais pas si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo, dans les mondes virtuels, ils rencontrent des personnages non joueurs, des personnages réglés qu'on appelle des intelligences artificielles, qui sont bien aussi des règles d'IA, ou encore vous conduisez votre voiture et un système vous propose le meilleur chemin. Donc toutes ces utilisations de l'IA sont déjà ici, existent déjà dans notre société, et elles reposent effectivement sur plusieurs manières, plusieurs manières d'implémenter l'IA. Donc il y a tout ce qu'on appelle les algorithmes basés sur les règles, des règles de déduction, la modélisation de la mémoire, la capacité d'interroger cette mémoire. Donc c'est ce qu'on appelle parfois Old Good AI, c'est celle qui s'est développée le plus depuis 50 ans. Et puis, on avait déjà inventé dans les années 80 les algorithmes d'apprentissage qui imitent les aires visuelles du cerveau, donc apprentissage par mes réseaux de neurones, mais la puissance de calcul des machines à l'époque n'était pas suffisante pour qu'on les fasse marcher suffisamment bien à grande échelle pour qu'ils résolvent des véritables problèmes. Et ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est que avec la puissance des machines qui a été accrue, ces algorithmes de réseaux de neurones ont pu être implémentés sous forme de réseaux de neurones profonds. Et donc, ce que font les algorithmes, on les connaît bien, ils sont tout à fait transparents. En fait, ce qui se passe, c'est vous avez une donnée qui est donnée en entrée, par exemple une image ou un signal vocal pour reconnaître ce que dit quelqu'un qui parle. Et puis, ça va passer par des petits calculateurs qu'on appelle des neurones, qui vont prendre des entrées et donner des sorties. Mais la capacité, il y a en fait un algorithme qui va permettre, en fonction d'exemples, comme l'a mentionné Cédric, que chaque neurone apprenne ses paramètres. Donc, en fait, ce que fait cet algorithme, c'est pas une machine capable d'apprendre dans le cas général, c'est juste des petits calculateurs qui apprennent les meilleurs paramètres pour que les images qui sont données en exemple soient reconnues comme elles ont été étiquetées. Par exemple, vous donnez des images de chiens et de chats en disant « ça c'est les chiens, ça c'est les chats », et le réseau va optimiser ses propres paramètres pendant un temps de calcul très très long, comme vous l'avez dit, pour pouvoir répondre la même chose que dans les exemples qui ont été appris. Alors le problème après de ce réseau, ce qui est bien avec ce réseau, c'est que vous lui donnez une nouvelle image, il va vous dire soit c'est un chat, soit c'est un chien, et souvent il ne va pas se tromper, si on a pris sur des centaines de milliers d'exemples et qu'on a consacré des heures et des heures de calcul. Ensuite, ce réseau qu'on a permis d'apprendre, il ne saura répondre qu'à cette seule et unique question. Si on veut généraliser à une autre question, ou si on veut avoir plus d'images, il faudra recommencer l'apprentissage de zéro. Donc c'est quand même des techniques qui peuvent faire peur si on en parle très vaguement, mais qui restent quand même bien limitées à un cadre particulier. Alors, l'exemple des chiens et des chats ne semble pas très intéressant, mais imaginons maintenant qu'on utilise cet algorithme pour reconnaître une tumeur de la peau, par exemple. On a un grain de beauté qui a un peu dégénéré, et on voudrait savoir si on a des chances ou pas qu'il soit cancéreux. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est là qu'on va pouvoir voir qu'il peut y avoir des biais dans les données, parce que si peut-être on a entraîné notre algorithme avec des images qui étaient plus, par exemple, des images de peau occidentale, et que c'est quelqu'un qui a une peau asiatique qui va montrer son grain de beauté, s'il y avait très peu d'exemples de peau asiatique, peut-être qu'il y aura plus de risques d'erreur. Mais vous voyez que ces données, c'est des données pour l'apprentissage, elles ont été données par des humains.
les biais viennent des données données par les humains, les biais ne viennent pas de l'algorithme. L'algorithme lui-même d'apprentissage, on le connaît. Et d'ailleurs, aussi bien Facebook que Google, qui utilisent beaucoup ces algorithmes, on donne tous les deux en libre accès une librairie qui permet d'accélérer les recherches en IA, puisqu'en fait, c'est une librairie open source qui permet aux chercheurs en IA d'utiliser tous les algorithmes existants. Mais vraiment, ce qui est source de confidentialité, c'est les données. Parce que sans les bonnes données, l'algorithme va faire n'importe quoi. Et c'est là qu'il y a des peurs réelles à avoir. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de l'accident de la voiture de Uber. Vous avez dû entendre parler en mars 2018 d'un accident de voiture. Une voiture autonome qui était testée sur une autoroute américaine a eu un accident avec un piéton. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, on avait décidé, donc il y a une partie qui est apprentissage perceptuel, comment on analyse une image et qu'on voit ce qu'il y a devant la voiture, et il y a une partie qui est apprentissage à base de règles. Ensuite, il y a les règles du code de la route, on ne les fait pas apprendre en montrant des vidéos à la voiture, bien sûr. Donc ensuite, il y a une partie règle. Et ce qu'on voulait, c'est que ce véhicule autonome ne ralentisse pas trop pour ne pas déranger le passager s'il y a des sacs en plastique ou d'autres choses qui volent sur la route. Et donc, on avait appris à ces voitures à reconnaître si c'est un camion, une voiture, une moto, un piéton qui est sur la route ou un cycliste. Et tout ça, c'était bien catégorisé. Or, ce qui est venu en face du véhicule, c'était un piéton qui tenait à la main un vélo. Et cette chose-là n'a pas été reconnue, donc ça a été catégorisé comme sac en plastique, donc le véhicule n'a pas ralenti. Donc vous voyez à quel point les humains peuvent introduire des biais dans la manière dont ils règlent leur base de données. Alors pour autant, je ne pense pas du tout, comme suggéré dans l'introduction de texte introductif, qu'il faille interdire la recherche, parce que si on s'arrêtait là dans la recherche, justement les algorithmes de nos jours ne sont pas forcément assez robustes, et il y a des solutions qui sont en passe d'être trouvées. Alors d'abord, il y a tout un système, il y a tout un domaine de recherche en informatique qui est la vérification et les preuves des algorithmes et des systèmes, et par exemple ce qui sert à prouver les logiciels sur des fusées ou sur des avions. Donc ces chercheurs qui travaillent sur les preuves, ils s'intéressent maintenant à prouver les algorithmes, à essayer de faire de la vérification automatique des résultats des algorithmes d'IA. Ensuite, il y a tout ce qui est augmentation des bases de données. Donc, comment on peut artificiellement augmenter les bases de données. Par exemple, si vous n'avez pas assez de cas d'exemple d'un certain type, vous pouvez, si on réussit à le détecter, on va pouvoir augmenter artificiellement les données en dupliquant, en modifiant légèrement les données de ces types rares, de manière à ce qu'une fois que l'algorithme a appris, il soit beaucoup plus juste. Et dans l'exemple du véhicule autonome, ou ça pourrait être du robot social qui va travailler avec des personnes âgées, par exemple, on peut penser aussi utiliser, dans mon domaine de recherche, il y a des recherches qui sont faites, donc moi je suis en informatique graphique, on travaille sur la synthèse et l'animation des mondes virtuels. Est-ce qu'on ne peut pas entraîner ces véhicules autonomes sur des mondes virtuels, comme un humain, comme un pilote d'avion qui s'entraîne sur simulateur au lieu de s'entraîner directement dans la vie réelle avec un vrai avion quand il est débutant. Et bien de même, avoir un peu comme un jeu vidéo, si vous voulez, avec les humains qui traversent devant les voitures et le trafic qui est simulé, on commence à développer ça pour avoir des scénarios d'apprentissage sur lesquels les véhicules autonomes ou d'autres robots peuvent tester leurs capacités. Donc ça, c'est au niveau de la recherche. Je voudrais aussi donner un exemple sur les utilisations effectivement par les humains qui peuvent être néfastes éventuellement de l'IA, aussi inspiré de mon domaine de recherche. Donc récemment, en 2017, dans la grande conférence de mon domaine qui s'appelle SIGGRAPH, il y avait un article qui s'appelait « Modeling Obama ». Ça va vous parler. Alors, qu'est-ce que faisait cet article? En fait, il y a des tas de vidéos de Barack Obama qui sont sur Internet parce qu'il avait chaque semaine mis 1 heure de vidéo pour parler au peuple américain pendant tous ses mandats. Et donc, du coup, il y a énormément, on peut apprendre par ces techniques d'apprentissage la correspondance entre la bande vocale de ce que dit Obama et puis son visage en train de prononcer cette bande-son. Et bon, vous savez, dans mon domaine de l'animation 3D, on peut bien sûr faire de la synthèse labiale, c'est-à-dire qu'on peut modéliser le mouvement des lèvres qui va dire une certaine phrase, comme si vous voyez un film comme Avatar, vous avez ces personnages qui parlent de manière naturelle. Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé du 2D et du 3D pour apprendre effectivement le mouvement des lèvres d'Obama en fonction de la bande-son. Et donc, du coup, on va pouvoir donner une nouvelle bande-son, une vidéo qui dit autre chose, et, entre guillemets, trafiquer la zone autour des lèvres de manière à ce que le mouvement des lèvres change et corresponde à la nouvelle bande-son.
Donc là, on pourrait se dire, oh là là, grand risque pour l'humanité. Effectivement, on pourrait, si on était dans un régime dictatorial, changer l'histoire en prenant toutes les vidéos précédentes d'hommes politiques et leur faire dire totalement autre chose en changeant la bande-son. On peut aussi imaginer des utilisations positives de ces recherches. Par exemple, vous allez au cinéma, vous avez des films traduits en français très mal, dont la synchronisation labiale est très mal faite. Là, on va pouvoir traduire le film en n'importe quelle langue et modifier simplement la zone automatiquement, la zone autour de la bouche, pour que le film puisse être joué dans toutes les langues. Je vous interromps une seconde, j'invite le public, je ne sais pas, ces images de Barack Obama sont visibles sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est absolument incroyable à regarder. Par ailleurs, vous avez raison, c'est vraiment tout à fait... Voilà, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on pouvait parfaitement le faire déjà, mais à la main. Simplement, ce qui se passait avant, c'est que si on voulait faire ça, il fallait un artiste infographiste qui, à la main, vienne modifier, et comme on le fait dans les effets spéciaux au cinéma, qui venait tout simplement modifier ses contours. Donc on pouvait déjà trafiquer des vidéos. Et il faut bien savoir qu'une image, il ne faut la croire que s'il y a un tatouage sur l'image qui vous donne la date exacte à laquelle elle a été tournée. Sinon, il ne faut pas croire les images. Ce n'est pas des preuves, les images. On peut les trafiquer. On sait les trafiquer, on sait faire des synthèses d'images très réalistes. Voilà, donc ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que, d'après moi, il faut une forte régulation des usages de l'IA, et vous en avez tous déjà parlé, mais pas une régulation de la recherche, puisque c'est la recherche en IA, et en particulier sur l'éthique de l'IA, et sur le couplage enfin, des algos de règles et des algos d'apprentissage, qui va garantir la transparence de ce qui est fait et qui va permettre d'améliorer les algorithmes. Donc la recherche, il faut la favoriser et puis réguler les images. Mais en même temps, c'est très important d'accompagner les formations sur l'IA et puis le développement des entreprises innovantes en IA par une formation à l'éthique qui devrait, d'après moi, à tous les stades de la carrière où les gens se mettent à faire de l'IA. Moi-même, je dirige un master international qui s'appelle Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing et on a mis en place un séminaire hebdomadaire pour nos étudiants qui s'appelle Ethics, Law and New Applications of AI. Et donc, pour nous, c'est très important que les étudiants assistent à ce séminaire qui est obligatoire pour eux. Ensuite, dernier point important, je pense qu'il est très, très essentiel de démystifier l'IA auprès du grand public. Sinon, on va rester complètement dans cette vision du grand public où, en fait, elle est déformée par la science-fiction, bien sûr, cette vision du grand public, et par quelques communiqués de presse à sensation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Marie Pecani. Avant de passer la parole à la salle, peut-être une ou deux petites questions supplémentaires. On a bien senti, à travers vos différentes interventions, qu'il y a un vrai conflit. En réalité, Guillaume Morin parlait de conflit d'éthique ce matin. Il y a un vrai conflit entre l'éthique, de mettre de l'éthique dans l'IA, et en même temps de laisser l'IA, ce formidable outil, cette révolution industrielle qui va nous permettre de nous progresser, de nous développer, de laisser cette innovation prospérer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de conflit entre la régulation nécessaire, entre l'innovation nécessaire? Comment vous, chef d'entreprise, Paul Hermelin, par exemple, vous le ressentez, ça, aujourd'hui? Bon, moi, je voudrais insister sur le fait que l'IA, c'est aujourd'hui, tous les jours, pour des milliers de clients. Hein, on n'est pas dans le projet de la voiture autonome demain ou du fichage génétique. On est aujourd'hui, je prends un exemple d'un domaine, Cédric parlait du monde de la finance. L'assurance s'est saisie de l'IA. Nous avons écrit pour un assureur américain un travail, un algorithme qui fait que quand un assuré téléphone ou a un contact, la date présumée de son décès apparaît. Attendez, mais pour un assureur, c'est quelque chose de déterminant pour sa rentabilité, pour ce qu'il va proposer comme produit. C'est pas très sympathique, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, l'assureur n'a pas mandaté quelqu'un pour un contrat pour aller flinguer l'assuré. Mais au vu des informations dont dispose la compagnie d'assurance, elle a une date présumée de décès de l'assuré. Et c'est pas très compliqué à faire. Paul, tu veux dire que si l'assuré est susceptible de mourir dans 8 jours, on ne traite pas son dossier? Ça veut surtout dire qu'il y a des produits qu'on lui propose et des produits qu'on ne lui propose pas, pour être très clair. Non, je veux dire, l'IA, elle fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de science-fiction. C'est aujourd'hui où je prends un sujet qui va nous paraître beaucoup plus simple, qui est, nous avons équipé d'une IA des chaînes d'assemblage automobile et nous avons amélioré leur productivité de 17%. Donc c'est un vrai facteur de gain de productivité. Et là, bon, qu'une chaîne d'assemblage
allemande, qui plus est, soit plus productive, ça n'inquiète pas. Donc l'IA, c'est aujourd'hui. Par contre, ce que je crois, pour ça que j'ai insisté sur les 2 sondages, c'est les consommateurs donnent une valeur aux entreprises éthiques et nos cadres mettent en doute la rigueur avec laquelle on applique de l'éthique. Donc je pense qu'il faudrait favoriser aujourd'hui, dans le monde de ce qu'on appelle la soft law, je pense qu'il faudrait favoriser, pousser, exiger les entreprises qui mettent en place de l'IA à exprimer leurs principes éthiques. Et ce que a dit tout à l'heure Cédric, c'est l'auditabilité. C'est ensuite qu'il y ait éventuellement des hautes autorités qui viennent regarder sur certains exemples flagrants, avec éventuellement des plaintes ou des suspicions, si les principes éthiques ont été respectés par l'entreprise. Du testing. Voilà, du testing. Mais ce que je veux dire, c'est arrêtons de fantasmer sur demain ou après-demain. Je veux dire, on parle tout le temps de l'embouteillage des services d'urgence. On aurait des IA qui permettraient de piloter les gens pour pas qu'ils viennent s'accumuler dans les services d'urgence. On ferait gagner du temps à tout le monde et certainement du bonheur à tout le monde. Et alors évidemment, une IA qui piloterait les demandes me paraîtrait plutôt plus efficace que les pauvres personnels des services d'urgence embouteillés le samedi et le dimanche. Mais malgré tout, je posais tout à l'heure la question à Cédric Villani, qui ne m'a pas tout à fait répondu d'ailleurs. Qu'est-ce que l'État français, et est-ce que ça doit être l'État français d'ailleurs, peut faire ou doit faire, dans quel domaine doit-il agir en matière pour imposer, si les entreprises ne le font pas d'elles-mêmes ou pas suffisamment, une éthique en matière d'IA? En matière de données, la France, comme les autres États de l'Union européenne, est soumise au règlement général de protection des données. Dont on a dit qu'il était insuffisant. Le règlement en soi est bien. L'application demande à être contrôlée, oui. Et sur le RGPD, il y a quelque chose qui à l'usage devra être évalué, c'est voir dans quelle mesure il ne défavorise pas les petites entreprises par rapport aux grosses. Il a été conçu pour éviter les abus en priorité des grosses entreprises qui en fait auront plus de facilité à s'adapter que les petites. C'est quelque chose qu'il faudra examiner et voir. Également sur la table de l'État, et qui est en train de le faire, la création de ce comité éthique qui est en train de s'incuber comme une nouvelle chambre du comité consultatif national d'éthique, celui qui est présidé par le professeur Delfrécy. Je ne sais pas où ils en sont, mais c'est un dossier qui est en cours et qui a été bien pris en compte par l'État. Le rôle de ce comité, ça ne sera pas d'auditer tel et tel algorithme, ça sera de définir quelles pratiques sont acceptables et quelles autres ne le sont pas, et aller au-delà de ce qui est légal, mais de savoir ce qui est éthiquement admissible ou pas. Oui, Marie-Paul peut intervenir. Je vais dire un mot sur Marie-Paul qui est trop modeste. Marie-Paul nous dit qu'elle travaille sur la génération, la synthèse d'univers visuel. On peut dire que c'est l'une des quelques expertes les plus respectées au niveau mondial sur le sujet. Bel hommage, merci Cédric. Merci Cédric. Comment parler du comité d'éthique? En fait, je voulais justement, dans le séminaire que j'organise pour mes étudiants, on a eu la chance d'avoir une juriste qui est membre du comité d'éthique, qui est venue nous alerter sur en fait un risque à la Commission européenne et au Parlement européen. Ont été discutés le fait de pouvoir éventuellement introduire une nouvelle personnalité juridique pour les robots et pour les algorithmes ou les systèmes informatiques soi-disant autonomes. Or, vous l'avez compris dans nos présentations, l'autonomie, c'est juste un mot de marketing en quelque sorte. L'autonomie de le véhicule autonome d'Uber n'a pas été suffisamment autonome pour se dire ben là j'ai un mélange d'un vélo et d'un piéton, donc je fais quelque chose. Donc ce serait, en fait, c'est des lobbies, je pense. Enfin, je ne suis pas juriste, je ne connais pas très bien, mais pour moi, ce serait des lobbies qui vont chercher à se défaire de leurs responsabilités en cas d'accident, en essayant de dire c'est ce robot, c'est ce véhicule qui devrait avoir une personnalité juridique et qui soit attaqué. Et ça, c'est très dangereux. Pas que des lobbies, puisque c'est une position qui est aussi défendue par Alain Bensoussan en France, garçon brillant mais iconoclaste. Et sur ce sujet, je suis sûr qu'il ne faut pas le suivre. Personnalité juridique et morale, personnalité morale et juridique pour les algorithmes. La question de la définition derrière de l'autonomie est aussi délicate que passionnante et trouve son sommet sur la question des drones tueurs, comme on les appelle. C'est dans la politique de la France, ça a été affirmé plusieurs fois par la ministre des Armées, par le président de la République, pas de drones tueurs en France, pas de robots tueurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire un robot tueur? La question de la définition même est un vrai casse-tête. Il y a un débat récurrent, même au niveau des scientifiques.
entre différentes communautés. Jean-Gabriel Ganassia en France fait partie de ceux qui disent le débat est mal posé tant qu'on n'a pas défini ce qu'on entend par robot tueur. D'accord, un drone tueur, moi je verrais donc un drone capable de voler et à qui on a demandé de tuer une personne particulière. Bon, si c'est l'État français qui le demande, j'imagine un terroriste, je ne sais pas, et qui aille lui porter une petite bombe à domicile en reconnaissant son visage. Alors bien sûr, ça semble très très dangereux à cause du biais, des erreurs, des sosies possibles. Par contre, cette reconnaissance faciale est utilisée tous les jours par la police nationale, donc justement via la société IDEMIA dont je parlais, pour mettre en correspondance les images, les visages reconnus dans des caméras de vidéosurveillance. Quand il y a eu une effraction qui a été commise et qu'on regarde les trajectoires des différents suspects, on essaye de reconnaître dans des kilomètres de vidéos où est-ce qu'on a revu des visages similaires. Et ça, c'est utilisé et c'est utile et c'est pour la sécurité nationale. Et dans l'exemple que donne Marie-Paul, qui est intéressant, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce cas-là, la décision de l'exécution et de qui va être exécuté a été prise par un humain commandant au départ. Et il ne s'agit pas ici du robot qui déciderait selon tel et tel critère. Il a une mission qui est tuer une personne et cette personne a été identifiée par des humains. Un petit point avant de vraiment passer la parole à la salle. On voit que l'Europe cherche à définir un corpus de règles autour de l'intelligence artificielle. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est la bonne dimension? Maurice Lévy. Il faut voir aussi ce que pensent les citoyens européens et les consommateurs en général. Et lorsqu'ils entendent que leurs conversations sont écoutées, lorsqu'ils découvrent que leurs mails sont lus et lorsqu'ils découvrent qu'à partir de là, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises dans un endroit inconnu où des propositions vont leur être faites, ils sont inquiets. Alors, quand il s'agit de commerce, de marketing ou de publicité, on peut appeler ça comme on veut, et les dégâts sont relativement limités. Lorsqu'il s'agit de santé, ou lorsqu'il s'agit de sujets graves touchant à la famille, tout d'un coup, ça prend des proportions tout à fait autres. Donc, le fait qu'il y ait des garde-fous me paraît être indispensable. C'est une nécessité absolue. D'autant plus que, derrière le mot intelligence artificielle, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Ça a été souligné tout à l'heure par Cédric. On ne sait pas trop, et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Pour l'instant, on en est très loin, au sens pur du terme, puisque la dimension cognitive n'est pas encore prise en compte. Donc on a une série d'algorithmes qui sont associés les uns aux autres, et c'est la masse de ces algorithmes, de ces opérations élémentaires, qui, à la fin, va donner une décision. Mais on peut prendre aussi une idée aussi idiote que demain, les objets connectés et le fait qu'on va faire le remplissage du réfrigérateur ou du garde-manger automatiquement. Et donc, va se poser la question de la liberté de décision, puisque ça va être pris directement par des algorithmes qui vont décider de ce qui va être livré dans le foyer. À la limite, on fera du marketing directement au réfrigérateur ou au garde-manger. Et pourquoi pas. Donc, on se trouve dans un changement qui sera lent et qui interviendra avec probablement pas mal d'années d'expérience, d'essais, d'erreurs, etc. Mais un changement de société, et il est important que des règles minimum soient mis comme des espèces de garde-fous en attendant qu'on ait une meilleure vision de ce que pourra réellement faire l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Marie-Paul Cany, vous voulez dire un mot mot? Oui, je voulais préciser que effectivement, une IA qui prendrait des décisions me semble très dangereuse. Par contre, les systèmes doivent être des systèmes d'aide à la décision.
Par exemple, que la ménagère lise la liste des courses que lui propose son frigo. Il suffit de faire quelque chose comme ça. En médecine, c'est essentiel. Et les utilisations actuelles en médecine, on peut penser à l'entreprise Therapixel, par exemple. Il y a un leader français qui détecte le cancer du sein. Eh bien, c'est vraiment pour venir en aide à la décision médicale et non pas prendre une décision à la place du médecin. Et dans mon domaine de recherche, enfin, donc moi je travaille sur l'IA créative, les systèmes non pas d'aide à la décision, mais d'aide à la création. Et ça va pouvoir servir dans tout type d'entreprise. Qu'on veuille construire un bâtiment, qu'on veuille faire de l'architecture d'intérieur, qu'on veuille construire une machine, qu'on veuille construire un nouvel objet destiné à être fabriqué, un produit souple, un vêtement. Tous ces objets sont prototypés de manière virtuelle. Est-ce qu'on peut aider les humains à être plus créatifs en automatisant les contraintes et les tâches répétitives? Eh bien, ce domaine-là, c'est vraiment une utilisation très positive de l'IA. On va pouvoir accélérer finalement l'inventivité, l'innovation et la créativité humaine. Je me permets, pardon. Deux remarques. La première remarque, c'est de souligner qu'il y a un biais générationnel et que les exigences s'agissant du respect de la vie privée ne sont pas les mêmes chez les adolescents et des personnes comme nous, en tout cas moi, de mon âge, qui aient été imbibés des risques totalitaires, des régimes qui ont sévi au XXe siècle, notamment en Europe. Les jeunes n'ont pas du tout la même demande en termes de contrôle et vivraient beaucoup plus le risque d'isolement leur paraît plus grave que le risque d'empiètement sur leur vie privée. Donc il faut faire attention. La deuxième chose, pour répondre à Daniel Fortin, la Commission de Bruxelles a commencé à diffuser des éléments. Et justement, la réponse que j'ai voulu dire au début, c'est que nous les pressons de les soumettre à des règles que j'ai appelées de charte et de soft law, parce qu'on n'est pas aujourd'hui capable de sortir l'équivalent du règlement général de protection des données sur l'IA, sauf à handicaper l'Europe trop vite. Et donc aujourd'hui, il y a des papiers. Donc le risque est plutôt d'aller trop vite que pas assez vite. Donc vous nous interpelliez, il y a aujourd'hui un travail de réglementation en cours, et je pense qu'il faut lui garder une certaine souplesse, parce que sinon, on va déporter hors d'Europe un certain nombre de recherches qui ne seraient pas compatibles. Cédric Villani. Et mon commentaire par rapport à l'intervention de Marie-Paul, Marie-Paul a présenté Therapixel comme un leader français. En vrai, c'est un leader mondial. Mais c'est là qu'il faut insister sur les questions publicité. Le jour où Therapixel a gagné un concours international de reconnaissance automatique de cancer du sein, ça a fait un petit entrefilet dans le journal local. N'importe quel algorithme développé par Google sur le même terrain, même moins efficace, sera tout de suite salué par toute la presse nationale et internationale. Merci pour cette précision. Peut-être est-il temps de poser quelques questions venant de la salle. Je vois une main qui se lève, madame, ici. S'il vous plaît, si vous voulez bien apporter un micro à madame. Juste en bas, voilà. Alors, ce sera après, madame. Donc, allez-y, je vous en prie, posez votre question. Merci beaucoup. Ma question est celle des frontières ou, pour parler autrement, de l'universalité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, peu ou prou, a quand même un rayonnement universel, mondial, notamment en tout cas, vous citiez Amazon, on peut citer Google ou Facebook. N'importe où dans le monde, il y a des algorithmes qui, en fonction de notre utilisation des réseaux sociaux ou de ce genre d'outils, va répondre à nos questions ou nous inciter à lire des documents. L'éthique, j'ai bien écouté Edgar Morin ce matin, mais je n'y ai pas vu encore à ce jour d'universalité dans l'éthique, c'est-à-dire une sorte d'éthique, de morale qui serait universelle. Et d'ailleurs, précisément à propos des véhicules autonomes, quand le MIT a lancé une étude pour essayer de voir quels seraient les comportements dans le monde entier de toutes les catégories sur des situations à gérer avec un véhicule ou qu'un véhicule autonome devrait être en capacité de gérer, on s'est aperçu en réalité que selon les différents continents ou régions du monde, les réactions n'étaient pas les mêmes. Et donc, comment, je ne sais pas si cette question s'adresse peut-être plus aux chercheurs, comment on gère le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui d'éthique universelle, mais plutôt des éthiques sociétales, c'est ce que disait Edgar Morin, avec le fait que l'intelligence artificielle, elle, est universelle. Qui répond ? Ça dépend du domaine, mais s'il s'agit d'une IA
d'une intelligence artificielle qui est développée à partir d'exemples, les exemples vont dépendre de la culture, du continent, du pays, de l'entreprise. Et on peut avoir un même outil, un même programme qui, en fonction des exemples sur lesquels il a été entraîné, donnera des réponses différentes dans telle ou telle situation. Et en ce sens-là, l'algorithme se décline en fonction du contexte local. De la même façon, d'ailleurs, que sur des choses beaucoup plus simples, les sonneries téléphoniques, les niveaux de réglage sonore faits par les constructeurs de téléphones ou autres vont dépendre d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre en fonction des usages. À coup sûr, quand on développera des voitures autonomes, la voiture autonome ne roulera pas de la même façon à Pékin ou à Lyon. De mon côté, j'ai appris par une entreprise chinoise qui me contactait pour collaborer qu'en fait, en Chine, il va y avoir des caméras de surveillance mises par l'État chinois tous les 50 mètres pour surveiller la population avec la reconnaissance faciale, qui est déjà utilisée d'ailleurs pour payer dans les magasins, etc. etc. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fameux contrôle social chinois. Autre question, madame, en bas, là, voilà, merci. Merci, bonjour, Joël Simon-Medef. Madame, je souhaitais revenir sur votre propos relatif à cette initiative de quelques parlementaires européens de donner la personnalité juridique aux robots. D'abord, je voulais vous rassurer, ce n'est pas du tout soutenu par les entreprises. D'abord parce que c'est une non-solution, parce que leur donner la personnalité juridique, si elles n'ont pas de patrimoine, ça veut bien dire qu'il va falloir soit leur donner un patrimoine d'affectation, il va falloir chercher l'argent quelque part, et je pense que l'argent, on ira le trouver vers les entreprises. Donc pour nous, c'est une non-solution. Merci. Parfait. Donc c'était plus une remarque qu'une question. Autre question, madame, juste devant, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous les quatre. Je voulais vous demander ce que vous pensez de l'idée qui a d'ailleurs été émise, je pense, par le président Macron, de créer un espèce de GIEC de l'intelligence artificielle. En l'occurrence, puisque c'est quelque chose d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec tout ce qui évoluera, est-ce qu'il vous paraît précieux d'avoir un instrument de même nature pour pouvoir, avec des gens comme Madame Cani et d'autres, mettre en évidence ce qui nous attend, ou ce sur quoi il faudrait les aspects positifs ou les aspects moins positifs, de manière à, je dirais, encadrer ou encourager la prise de décision éthique ou régulatoire qui doit l'être. Et deuxième élément, c'est un peu comme pour le changement climatique, on est sur quelque chose où les réglementations nationales, bon, c'est mieux que rien, mais je veux dire, elles sont évidemment en deçà de ce qui devrait être pris. On est évidemment loin, probablement, d'une régulation internationale sur des matières comme celle-là, tant il est compliqué déjà de les élaborer à l'échelon national. Néanmoins, comment pensez-vous pouvoir encourager une approche plus internationale et plus peut-être universelle, mais avec les limites de l'universalité en matière de régulation sur un domaine qui est par définition extraterritorial? Merci pour cette question. Maurice Lévy, vous voulez y répondre? Oui, je voudrais apporter une réponse politiquement incorrecte, avec votre permission. Si on fait une comparaison, et on sait bien que comparaison n'est pas raison, avec ce qui s'est passé dans l'univers du numérique, on constate que des grands champions mondiaux se sont créés parce qu'il y avait zéro contrainte et qu'ils ont avancé à une vitesse impressionnante, appuyés par des investissements privés, appuyés par des investissements d'État quand il s'agit de la Chine, et des champions qui dominent le monde de la tête et des épaules se sont installés. Si on commence par créer un GIEC, ce qui est probablement une bonne solution. Dans le même temps, il faut savoir que l'Europe, qui est déjà fortement en retard, sera définitivement hors de course. Et un des problèmes que nous connaissons en Europe, et ça, moi, je suis assez violemment opposé à certaines décisions de la Commission ou certains comportements de la Commission ou certaines attitudes, c'est qu'on constate qu'il y a eu un certain nombre de disruptions technologiques qui auraient pu permettre l'émergence de grands champions européens et qui ne sont pas intervenus parce qu'il y a des contraintes
de diverses natures, y compris culturelles et autres, mais également réglementaires en Europe. Donc on a une réglementation qui est formidable, on a une réglementation qui est superbe, qui n'est appliquée par personne d'autre. Vous prenez, on en a parlé suffisamment, la réglementation sur les données privées. Qu'est-ce qui se passe? On dit, bah, si tu veux mon service, tu signes en bas, il y a 17 pages et tu dis j'accepte. Et il y a même d'autres, c'est encore pire, on dit, ben, il y a un seul choix et tu acceptes, ou si tu n'acceptes pas, il ne se passe rien. Et donc, la réglementation qui était faite pour justement remettre un petit peu d'ordre n'est pas appliquée, tout le monde le sait très bien. Et si on allait vers la création qui est souhaitable de l'équivalent d'un GIEC sur la dimension de l'intelligence artificielle, on peut être à peu près convaincu que nous prendrons encore un peu plus de retard dans notre vieille Europe. Mais je suis peut-être politiquement incorrect et particulièrement pessimiste. Un mot, Cédric Villani, Marie Poccani, nos scientifiques sont-ils d'accord avec Maurice Lévy? Sur le GIEC, ici, Maurice a raison d'insister sur la question de la protection versus la lourdeur. Si on s'entoure de trop de côtes de mailles, on a du mal à bouger. Attention, cependant, à la question, quand on indique un mot aussi fort que GIEC, d'abord le GIEC de l'IA au sens coopération internationale d'experts travaillant sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas, c'est en cours de réalisation. Qu'est-ce que ça recouvrera exactement, dans quelle mesure ça sera contraignant ou pas, personne ne le sait. Comme on sait, plus un consensus international doit se faire, plus les règles d'habitude sont assez ténues ou abstraites. Quand on doit concilier la vision de la liberté par rapport aux données qu'on trouve en France ou celles qu'on trouve en Chine, évidemment que la chose est extrêmement différente. Tout à l'heure, Marie-Paul parlait de ces caméras de surveillance, de vidéosurveillance partout en Chine. Et de la façon dont les données peuvent être utilisées, aussi ces systèmes de notation sociale, cette façon dont on peut vous donner un score en fonction de si vous êtes un bon citoyen ou pas et comment tout cela est répertorié. On a là quelque chose qui est juste inimaginable en France. Entre parenthèses, les deux pays occidentaux dans lesquels la discussion sur les données et les fichages est la plus complexe, c'est la France et l'Allemagne. Et évidemment, il y a là le poids de l'histoire derrière. On sait qu'à une époque, les données, les fichages, c'était l'État qui décidait de la vie ou de la mort des citoyens. Et on ne peut pas, on est 70 ans plus tard, 75 ans après, et c'est encore présent dans l'inconscient collectif français. On ne peut pas le balayer. Donc il faut prendre en compte ces différences culturelles qui sont très fortes et qui évolueront bien plus lentement que les questions techniques. Comme disait Einstein, plus facile de casser un atome qu'une idée reçue. J'aimerais revenir sur la question Europe ou États-Unis. Tout à l'heure, on parlait d'IA et on parlait de les Facebook, Amazon et tout ça étaient évoqués. Bien garder en tête, le leadership économique du développement de l'IA, il est aux États-Unis, il est en Chine. Le leadership en recherche, il est partagé dans les cerveaux de l'Europe tout autant que les cerveaux américains ou asiatiques. Et même, si on cherche où sont les vedettes en intelligence artificielle, si vous demandez qui sont les grands noms de l'IA, Yann Lequin, Joe Finton, Yoshua Bengio, Hans Schnellhuber, Demis Hassabis, ou comment s'appelle Marie-Paul, le chercheur chinois qui vient d'écrire un livre qui explique que la Chine va tout dominer. Bon, sur les 6 Kai-Fu Lee, exact, merci Maurice. Sur les 6, pas un Américain. Évidemment, ça a été le génie des très grandes entreprises, des géants américains, que d'attirer les cerveaux, de développer, souvent développant sous pavillon américain avec des cerveaux français, des solutions pour les entreprises françaises. Mais l'IA, en termes de recherche, elle se développe aujourd'hui en Europe autant qu'ailleurs. Merci. Peut-être une dernière question, parce que nous allons bientôt devoir nous interrompre pour le déjeuner. Je crois que Bernard Attali, ici présent, avait une question pressante à nous poser. Merci. Une question éthique, démocratie et IA.
Lorsque, à 15 jours d'une élection, grâce à la puissance de feu de l'intelligence artificielle, nous connaîtrons à 98% les résultats de l'élection, croyez-vous que quiconque ira encore voter? Alors, qui répond? Est-ce que je peux nous rappeler que, s'agissant de plusieurs élections récentes, les dynamiques des dernières 48 heures ont été assez spectaculaires? Bernard, je crois me souvenir que dans l'élection de 95 présidentielle, je parle du premier tour, Balladur, Chirac, Jospin, l'évolution des 48 dernières heures était déterminante. Donc dans un pays très stable et très régulé, peut-être que ça ne se bougera pas. Mais nous, les Français, on a un certain génie de l'improvisation. Ça se voit dans notre rugby français et dans notre société électorale aussi. Donc je pense que oui, Bernard, nous continuerons à aller voter. Boris Lévy? Moi, je n'ai pas cette inquiétude-là. J'ai plutôt l'inquiétude de ce que l'on constate aujourd'hui et que l'on voit assez fréquemment, qui est l'utilisation des fake news, le fait que on va se retrouver avec des logiciels qui vont permettre de faire des fausses vidéos en veux-tu en voilà, l'intervention de pays étrangers, éventuellement de puissance de l'argent. Donc il va y avoir, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus dangereux que la prévision elle-même, qui est l'intervention non souhaitée de forces extérieures à la démocratie. Et quand on voit, par exemple, comment certains investisseurs américains sont déterminés à obtenir que tel ou tel soit élu, on les voit très bien, on peut les imaginer très bien demain en train de financer une équipe de chercheurs pour aboutir à certaines solutions qui vont perturber des esprits assez fragiles. Donc moi c'est ce qui m'inquiète, et ce sont ces manipulations qui m'inquiètent beaucoup plus que le résultat connu d'avance. Maurice, c'est pas demain, c'était déjà hier. Oui, je sais bien. C'est toujours débat pour savoir dans quelle mesure Cambridge Analytica et les autres ont influé sur le vote du Brexit. C'était assez grossier et c'était assez visible, avec une intelligence artificielle assez sophistiquée, la fabrication de vidéos dont vous avez fait l'évocation. On peut se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus puissant, et dont il sera très difficile de se débarrasser. D'où l'importance d'ajuster nos programmes éducatifs pour complètement... On passe beaucoup d'heures à apprendre la littérature, on doit apprendre à lire l'information des réseaux sociaux. Je pense que ça va devenir une part importante des programmes scolaires et d'enseignement secondaire. L'affaire sera effectivement... Oui, il a super raison. Ça va venir très vite, effectivement. On peut très bien avoir... très rapidement, au moment J, la vidéo diffusée partout à partir de Twitter, où on voit tel candidat à l'élection qui est en train d'appeler, je ne sais pas moi, à brûler Paris ou qui sait quoi, et d'une façon qui sera complètement, totalement réaliste. Alors ça, c'est déjà, voilà, c'est déjà chez nous, ça existe déjà, et j'espère que les gens, effectivement, vous avez tout à fait raison, vont être formés à ne pas croire les images et les vidéos pour tout ce qui concerne ces fake news. Mais ça, je pense que ça ira. Et la formation à l'éthique, bien sûr, englobe les chercheurs. Et j'espère qu'aucune équipe de chercheurs n'acceptera l'offre dont vous faisiez part d'une entreprise qui ferait une chose pareille. Je vais prendre un exemple qui est aujourd'hui. Nous avons travaillé avec le service de recherche du ministère de l'Éducation nationale, avec l'aide d'une IA, pour identifier à l'avance les futurs décrocheurs. Donc assez tôt. Et pour se demander quel est le type de pédagogie qui permettrait d'éviter que ces enfants deviennent à l'adolescence des décrocheurs. Et la grande difficulté, c'est de faire convaincre tout le corps enseignant d'engager un traitement un peu discriminant des élèves pour prévenir ce que nous avons déjà identifié comme étant les prémices du décrochage. Et c'est un rapport totalement différent de l'enseignant et de la classe, mais aujourd'hui, nous avons des outils, IA encore, qui permettent de connaître à l'avance les risques de décrochage d'un élève et donc de former les enseignants à avoir un traitement différencié de la classe. C'est contraire assez fondamentalement
au principe de gestion de la classe par le corps enseignant, instituteur, professeur des écoles, et professeur des collèges. Et je voudrais ramener la question de notre ami Bernard au plan philosophique sur entre statistiques et comportement individuel. Là, pour le coup, sans plus aucun rapport avec l'algorithmique, la question de statistique et de libre arbitre est posée au XIXe siècle par le statisticien belge Adolphe Quetelet et n'a toujours pas de réponse complètement satisfaisante au plan philosophique. Quetelet dit, voilà, une fois qu'on s'est dit, une fois qu'on découvre en analysant les statistiques de la criminalité, de telles ou telles affaires sociales humaines, et qu'on voit que ça obéit à des statistiques gaussiennes, prédictibles, où est la place là-dedans pour le libre arbitre? Et c'est un lointain ancêtre de ce qui se fait aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du système pénitentiaire américain, qui choque, bien sûr, pour un Européen, mais qui est accepté aux États-Unis, qu'on utilise un logiciel statistique pour déterminer si l'individu a plus de chances de récidiver ou pas, et si on va lui donner sa chance ou pas. Quelle est la part qu'on accorde à la possibilité de libre arbitre et de comportement individuel se sortant de la statistique? Très bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Cédric Villani, merci beaucoup. Merci à tous nos invités.